Posez plutôt vos questions. Je les pose en français et vous traduisez, c'est ça? Exactement. Okay. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer, de témoigner dans ce film? Because I want to help be the protection for other women. Je souhaite aider les autres femmes à être protégées. Puis-je vous demander si vous êtes venu ici et avez participé à ce film en étant rémunéré ou volontairement, enfin bénévolement? My expenses to come here were covered. Seulement les dépenses de voyage qui ont été couvertes. Et qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis des parents, des enfants que vous avez portés? I think the biggest feeling I have is I wasn't valued and heartbroken. Je me suis sentie dévalorisée par eux et j'ai eu le cœur brisé finalement. Et aujourd'hui, avec les reculs, qu'est-ce que vous pensez d'eux et de cette pratique, de ce que font? It goes back to the education part. Had I had more education and been aware of the risks, I would have never done it. Ça revient toujours à la question de l'éducation et de l'information. Si j'avais eu des meilleures informations sur ce sujet, je ne l'aurais jamais fait. I'm lucky to know that my two daughters will never be involved in it. Je suis heureuse de savoir que mes deux filles ne feront jamais ça. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer alors aux gens à qui on dit que vous avez fait 3 GPA d'affilée, pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça s'est si mal passé et vous avez recommencé? C'est pas d'affilée. Ah, il y a des enfants, d'accord. Enfin, en tout cas 3 GPA. Of course, the financial gain always comes into play. And I honestly just didn't think things would go that bad. I wanted to be, I don't know, give it another chance, give it the right chance. I was informed that I was making miracles. I was on a journey. It's very glamorous. The selling points are there. Donc c'était toujours ma mauvaise situation financière et à chaque fois je pensais que la prochaine fois ça va mieux se passer. Donc à chaque fois on me disait c'est juste un parcours, une aventure, vous aidez les gens. Donc j'ai voulu faire ça et je pensais que la prochaine fois ce sera la bonne. Vous avez un souvenir de mots qui vous ont convaincu, par exemple après la première GPA ou après la seconde? After the first one, I was told that very rarely happens. Après la première fois, la première grossesse, on m'a dit que ce genre de cas arrive très rarement, ce genre de problème arrive très rarement. All the issues that took place with that first surrogacy that I did, they convinced me that it didn't happen that often. It wouldn't happen again. Ils m'ont persuadé que toutes ces complications étaient exceptionnelles et qu'elles ne se reproduiront plus. With the second surrogacy, that pregnancy went well. It was the after effects. I can't control how the parents will take care of the child after I have given them the child. La seconde grossesse, ça s'est bien passé, mais ce qui m'a dérangé, c'est que je ne pouvais pas contrôler après la manière dont les enfants étaient élevés. Donc je n'avais plus aucun contrôle. And then with the third one, the agency that contacted me told me how amazing I was, how strong of a person I was. They really built me up to help a childless couple become parents. Without me, they couldn't have done that. Et la troisième fois, l'agence qui m'a contactée m'a persuadé que j'étais une personne forte, donc ils m'ont consolidé dans cette conviction, dans cette démarche, que je pouvais aider quelqu'un qui avait besoin d'avoir des enfants. The third agency was very well aware of what took place during the first surrogacy. La troisième agence connaissait très bien mes complications et tout ce qui s'était passé pendant la première grossesse. And they showed great empathy and promised nothing was going to go wrong with my journey with them. Donc, ils se sont montrés très compréhensifs, très empathiques. Ils m'ont promis que rien de tout cela n'allait se reproduire cette fois. Why is it important for you, an American, to come here to France and explain your documentary?
Because the debate, for one, is happening here in France. Like I said, I'm very happy that there is a debate here. So I think it's very important because everybody looks to the United States as a place where surrogacy happens well controlled and everybody wins. So I think it's very important to me because the debate is so active here to tell the truth, because the industry won't tell Kelly's story. Kelly's story is bad messaging for the industry. So I was in Madrid a few weeks ago telling the same story there because the debate is happening all over Europe. And I think it's very important to be a part of that debate where it's not happening at all in the United States, sadly. Actually, in France, we don't have yet this debate precisely. En France, la GPA est sur la scène, la revendication existe, elle est présente et depuis plusieurs années, d'une part. Et d'autre part, vous savez que Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et Jean-Louis Touraine, le rapporteur de la mission d'information bioéthique, évoquent le fait de retranscrire de manière systématique la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Et comme le disait Manuel Valls, automatiser la retranscription des enfants nés de GPA à l'étranger à l'état civil français, donc retranscrire leur état civil établi à l'étranger à l'état civil français, eh bien cela reviendrait à normaliser et accepter, je cite toujours Manuel Valls, la gestation pour autrui. Et donc le débat est présent et vous le savez bien aussi, étape par étape, les moyens sont retirés ou sont supprimés pour la France, moyens de lutter contre cette exploitation de femmes vulnérables et contre ce qui génère de facto un trafic d'enfants. Les choses sont en train d'évoluer. Mais ce n'est pas dans le débat parlementaire d'inscrire la GPA dans la loi bioéthique. Alors c'est ce que j'ai précisé en début de conférence de presse, on n'en est pas du tout, et c'est clair, à légaliser ou pas la gestation pour autrui. D'ailleurs Guillaume Chiche, le député, a dit qu'il n'était pas question de légaliser sous ce mandat. Là je laisse des points de suspension. Disons qu'ils ne peuvent pas préserver l'avenir. En tout cas, Emmanuel Macron aujourd'hui se déclare officiellement opposé à la gestation pour autrui, mais automatiser la retranscription des actes serait en fait une avancée vers une normalisation, une sorte de reconnaissance dans les faits, premièrement, et deuxièmement, je souligne encore une fois que cette pratique est clairement revendiquée. Et d'ailleurs un troisième point, Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait lutter contre la pratique des mères porteuses en lien avec la conférence de La Haye. Et je vous renvoie au dossier de presse. La conférence de La Haye a mis en place depuis plusieurs années un groupe de travail qui vise à élaborer ce qu'on appelle un instrument de droit international privé et qui permettrait et faciliterait cette retranscription des actes de naissance d'un pays à un autre pour tous les pays. Et donc c'est la même chose. Il y a d'ailleurs une immense hypocrisie à dire on maintient l'interdiction, en effet, mais en fait on facilite la pratique. Et toute la question est là aujourd'hui en France. En effet, encore une fois, il ne s'agit pas de légaliser. Mais en tout cas, on sait que ça faciliterait. Et d'ailleurs, les agences de GPA, notamment américaines, à chaque fois qu'il y a un pas français, décision de la Cour européenne des droits de l'homme, décision de la Cour de cassation, et bien là, le projet qui est envisagé aujourd'hui sur cette retranscription automatique, à chaque fois les agences de gestation pour autrui, et je vous invite à aller voir, mettent en avant pour leurs clients français le fait qu'il va y avoir un nouvel événement qui va faciliter pour eux le recours à une mère porteuse. Ça a une incidence bien réelle, concrète, en termes d'exploitation de femmes, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est très concret. En l'absence de débat sur la légalisation ou pas de la GPA en France, vous vous attaquez à tous les préparatifs de la GPA sur le sol français pour les couples qui sont candidats? C'est-à-dire que c'est une pratique absolument indigne de la femme. La femme est considérée comme un incubateur. Moi, je défends la femme. Et je pense que nous sommes dans une société qui souhaite défendre la femme d'une manière générale, mais qui ne réalise pas forcément tout ce que ça peut impliquer. Et nous, femmes françaises, sommes très conscientes de l'importance de la maternité, mais paradoxalement, on ne voit pas à quel point le traitement que subissent ces femmes est absolument indigne. Et donc je pense effectivement nous pensons qu'il faut lutter par tous les moyens contre cette exploitation. Et bien sûr contre le fait d'arracher un enfant à sa mère, de donner ou de vendre un enfant ou d'acheter un enfant, peu importe. L'enfant, personne n'en est propriétaire, pas même les parents, nul n'est propriétaire d'un être humain, donc on ne peut tout simplement pas
avaliser, tolérer une telle pratique. Vous voulez faire, juste pour revenir à ma question, vous voulez faire par exemple empêcher les virements bancaires depuis la France, tout ce qui se passe sur le sol français avant la GPA réalisée à l'étranger, c'est ce que j'ai compris? Alors, je pense qu'on doit non seulement maintenir l'interdiction, mais aussi maintenir tous les effets de cette interdiction, alors qu'aujourd'hui on est en train petit à petit de les retirer. Par exemple, maintenant, on retranscrit la filiation biologique quand elle existe, donc en général entre l'enfant et le père. Elle est maintenant retranscrite à l'état civil français. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ces enfants, il faut bien qu'ils aient un état civil, évidemment. Mais ils ont l'acte de naissance, comme tout le monde, et heureusement, leur acte de naissance a été établi à la naissance dans le pays de naissance, et bien heureusement. Donc en fait, cette retranscription, elle n'a rien de nécessaire. En fait, c'est pour le principe que les parents d'intention veulent obtenir cette retranscription, et ils veulent aussi, donc ça c'est l'étape qui se profile aujourd'hui, obtenir la transcription à l'état civil français du lien entre le conjoint du père ou la conjointe du père avec l'enfant. Vous savez que la Cour de cassation, à laquelle la question vient d'être posée par le couple Ménesson, la Cour de cassation n'a pas répondu. Elle a demandé à ce que la Cour européenne des droits de l'homme réponde. Et donc en fait, dès lors que vous avez la nationalité française, ce qui a toujours été le cas, ça n'a rien de nouveau. Ces enfants ont bien une nationalité, et ils ont bien la nationalité française. Ils l'acquièrent, c'est l'article 21-12 du Code civil. Tout enfant élevé par le sol français, par des citoyens français, peut acquérir la nationalité française. Rien de nouveau. Ils ont un état civil. Et donc là, quand on nous parle de ces questions-là, on fausse la question. On est à côté de la vraie question, c'est l'exploitation que l'on fait de ces femmes. C'est ça la vraie question. Et on se laisse tout le temps détourner sous un prétexte qui est fictif, qui sont des petits fantômes de la République. C'est faux. Les enfants des GPA vivent normalement sur le sol français. Mais il est vrai que certains sont des jusqu'au-boutistes et qui veulent arriver jusqu'à faire officiellement reconnaître par la France le fait que les commanditaires seraient les parents de l'enfant. L'enfant, il est né d'une femme qui, en l'occurrence, ne peut être effacée. On ne peut pas effacer cette femme, parce que cette femme, elle est une personne à part entière, elle est essentielle, elle est importante, elle a porté et elle a mis au monde l'enfant. C'est pour cela qu'on ne peut pas laisser passer de telles étapes sur un chemin qui ressemble fort à un chemin qui nous emmène vers une pratique illégale, mais qui aura toutes les caractéristiques de la légalité. Et puis, une fois arrivé là, ne soyons pas naïfs. On nous dira, à juste titre d'ailleurs, on nous dira, c'est une hypocrisie, autant légaliser, et je suis d'accord, ça devient une immense hypocrisie. Mais il ne faut pas légaliser, il faut au contraire faire respecter cette interdiction d'une forme nouvelle d'esclavage de la femme. Et esclavage, et je renvoie, j'insiste, à cet article 1er qui définit l'esclavage, article de la Convention internationale de la Convention relative à l'esclavage de 1926, est un esclavage, toute manière de se comporter à l'égard d'un être humain comme si on en était le propriétaire. Donc le louer, le donner, le vendre, l'acquérir, c'est une forme d'esclavage. Et donc on ne peut pas tolérer. Et puis on n'encadre pas l'esclavage. Et vous savez bien qu'il y a des gens qui aujourd'hui agissent, interviennent, veulent, revendiquent un encadrement de la gestation pour autrui, c'est-à-dire sa légalisation. On n'encadre pas l'exploitation de la femme. Ça n'est pas imaginable. Voilà. J'ai une question pour moi, donc peut-être que... Moi j'ai une autre question après, mais... Non, vas-y. Allez-y, parce que j'ai compris que la question... allez-y, parce que votre question est donc sur un autre sujet. Oui, en fait, c'est une question sur la diffusion de ce film. Comment est-ce que vous allez le diffuser à la télévision? Est-ce que vous avez essayé de diffuser au cinéma? Est-ce que vous avez diffusé par quel moyen? Il est diffusé à partir de maintenant sur Vimeo, tout simplement, avec un accès payant pour le louer pendant 48 heures ou pour l'acheter, c'est-à-dire pour le télécharger sur son ordinateur, à 1,49 € pour la location et à 5 € environ, pardon, j'ai pas le prix en tête, et à 5 € environ pour l'achat. Et comment vous comptez en faire la promotion? Vous savez, la diffusion par les réseaux sociaux et la diffusion par Internet, elle peut fonctionner extrêmement bien. On n'est plus aujourd'hui nécessairement obligé de passer par des canaux classiques. Ça peut être tout aussi efficace. Et bien, ça voudra dire quel chiffre pour vous? Alors, évidemment, plus on entend et plus on suit l'histoire bouleversante de Kelly, plus le témoignage d'une mère porteuse qu'on n'a jamais d'habitude. C'est vraiment complètement inédit.
plus il se répand, plus il est connu, mieux c'est pour pouvoir protéger les femmes du monde entier dans les années à venir. Donc j'ai pas de chiffre en tête. Mais un succès en gros pour vous, ce serait quoi? Oh, Une belle diffusion, disons. une belle diffusion, ce serait d'avoir au moins 100 000 vues, ce serait formidable, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Je pense que l'enjeu mérite vraiment que les uns et les autres qui ont part au débat, qui s'intéressent sur cette question, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, prennent aussi connaissance du témoignage d'une femme concernée par cette pratique. Bien. Une question sur la PMA, qui est le débat du moment, en tout cas au niveau parlementaire. Il y a des responsables politiques qui se positionnent contre. Laurent Wauquiez s'est positionné contre dans un grand discours devant son Scoma. Est-ce que vous l'avez entendu ce discours? Est-ce que vous êtes convaincu? Alors, je n'étais pas à l'événement de Sens commun, je n'ai pas entendu le discours dans son intégralité. Si vous faites référence aux propos qu'il a tenus sur l'eugénisme, alors il y a beaucoup de choses là-dessus. D'abord, la même analyse a été faite par Jacques Testard, a été faite par José Bové, a été faite par un certain nombre d'autres personnalités. Que c'est l'eugénisme, la PMA, c'est ça que vous dites? Que la PMA conduirait à l'eugénisme. Alors qu'est-ce que l'eugénisme? C'est le fait de sélectionner des embryons. Ça peut être soit en éliminant des embryons qui ont un problème, embryons fœtus qui ont un problème, soit en essayant d'améliorer génétiquement, par exemple, un embryon, ce que l'on ne sait pas encore faire. Là, c'est pas ce qui se passe avec Cryos, par exemple. Alors, par ailleurs, aujourd'hui, dans le contexte de la procréation médicalement assistée, on est en mesure de choisir des embryons, des gamètes, et on les choisit évidemment inéluctablement dans le cadre d'une PMA, puisqu'on cherche tout simplement, par exemple, alors c'est pas de l'eugénisme, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on cherche par exemple une ressemblance entre, par exemple, l'homme du couple, quand on va chercher un don de gamètes et donc un donneur. C'est tout à fait classique. C'est ce qu'on fait dans les PMA de couples hétérosexuels. Exactement. Exactement. Et puis d'ailleurs on fait aussi, bien sûr, on regarde l'état de santé du donneur, on regarde un certain nombre de choses. J'allais dire c'est inéluctable. Alors après la question qui peut se poser, c'est de faire un choix parmi plusieurs embryons. C'est aussi éventuellement de se dire, puisque la médecine n'est plus pour réparer, elle est là pour répondre aussi à mes désirs personnels, et c'est là qu'il y a un changement de logique. Alors à ce moment-là, on peut imaginer qu'on n'en soit plus seulement au désir d'enfant, mais tant qu'à faire, au désir d'enfant en parfaite santé et correspondant à mes désirs. En fait, c'est quand on passe d'une médecine qui répare à une médecine qui répond à mes désirs personnels. Et vouloir un enfant en parfaite santé, un enfant qui correspond à ce dont j'ai envie, et c'est un désir immense, tout à fait compréhensible aussi. Et donc on peut se dire que potentiellement, ça ira à un moment donné dans la suite. Ça ne se produit pas avec les couples hétéros qui ont des problèmes de fertilité. Ils ne vont pas jusqu'à demander à un enfant en bonne santé, un embryon en bonne santé. Donc pourquoi est-ce que ça se produirait avec la PMA pour femmes seules ou en couple lesbien? Peu importe les couples dont on parle, simplement dans le cas aujourd'hui, dans l'encadrement de la PMA actuellement par la loi, on est dans une médecine qui répond à une pathologie. D'accord? Et elle est dans son rôle, elle est absolument dans son rôle médical. On constate une pathologie chez un couple qui en principe devrait pouvoir un enfant. Et donc la médecine intervient dans 3,9% des cas avec même éventuellement un donneur de sperme extérieur. D'accord? La différence c'est que là, si la PMA était ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, on n'est plus dans un problème d'ordre médical, il n'y a pas de pathologie de la fertilité, a priori ce sont des femmes fertiles, ça n'est pas le sujet. On est là dans la médecine qui vient répondre à un désir personnel, désir très compréhensible. De la même manière que pour les hétéros. Non mais c'est pas ma question. Pourquoi est-ce qu'on ira à l'eugénisme davantage dans cette nouvelle PMA? C'est pas en fonction des couples, c'est en fonction de la finalité de la médecine. On change la finalité de la médecine, elle viendrait à partir de cette extension de la PMA, elle viendrait répondre à un désir personnel. Aujourd'hui je désire un enfant, et demain je désire un enfant en parfaite santé, je désire un enfant parfait. C'est ce que les personnes qui viennent demandent un enfant en bonne santé. C'est davantage que les autres. Une fois qu'on a ouvert l'idée que la médecine répond à nos désirs sont immenses, ils sont illimités, ils sont souvent infiniment compréhensibles, ils sont tout à fait humains, et que donc la médecine ne soit plus en mesure de poser des limites, puisqu'elle sera déjà sortie de son rôle. Est-ce que la médecine, je peux intervenir après, pardon. Est-ce que la médecine qui vient réparer la non-fertilité des couples
couple hétéro, elle ne vient pas aussi là répondre à un désir de ces couples hétéros d'avoir un enfant à tout prix. Là, encore une fois, elle est fondée sur une pathologie. Mais elle vient répondre à un désir quand même. Bien sûr. Mais en principe, le couple homme-femme devrait pouvoir avoir un enfant. Et en raison d'une pathologie de la fertilité ou d'une maladie d'une particulière gravité susceptible d'être transmise entre conjoints ou à l'enfant, la médecine intervient. Donc le critère d'intervention de la médecine, c'est bien un diagnostic médical. Alors bien sûr, il y a un désir d'enfant, vous avez raison, mais ça n'est pas la raison pour laquelle la médecine intervient. Elle est bien dans son rôle de réparateur d'un problème d'ordre médical. En principe, le couple doit pouvoir avoir un enfant, devrait pouvoir avoir un enfant, mais il a un problème de pathologie. Ce qui est tout à fait différent du contexte d'un couple de femmes ou d'une femme seule. Là, on est complètement dans le détournement de la finalité de la médecine. Et dès lors que vous avez détourné la médecine de sa finalité, pourquoi s'arrêter là ou là ou là? Et je vais même vous dire, si on en est à oser décréter que les enfants n'ont pas besoin de père, qu'un père n'est rien, qu'un père c'est pas important, qu'un père c'est secondaire, je vois pas pourquoi, par exemple demain, on dirait pas, on peut retirer un enfant à sa mère, on peut exploiter une femme, et finalement, mais non, en réalité, ça ne pose aucun problème. Dès lors qu'on est dans le déni de la réalité humaine la plus simple qui soit, la plus fondamentale, la plus universelle qui soit, je ne vois pas pourquoi on mettrait plus de limites demain, après-demain, etc. Je ne vois pas pour quelle raison. Autrement dit, pour ce qui est de la finalité de la médecine, il y a un véritable basculement qui peut s'opérer entre la médecine qui répare, qui soigne les maladies, qui prévient les maladies, et une médecine qui se préoccupe de répondre à nos désirs individuels. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous inspire la décision de reporter la décision à ce sujet. Alors je vais vous dire dans quelques instants, mais parce que peut-être le gouvernement voulait compléter. Reboucle la boucle. Voilà. En fait, sur l'eugénisme, il y a un problème qui va se poser. C'est qu'à l'heure actuelle, nous avons une pénurie de donneurs. Si nous supprimons le critère thérapeutique de la PMA, elle sera accessible non seulement aux couples de femmes, mais absolument à tout le monde, puisqu'il n'y a pas de raison de maintenir une condition thérapeutique dans un cas et pas dans l'autre. Il va falloir donc trouver beaucoup de donneurs. Donc évidemment, il va falloir rémunérer ces dons, entre guillemets. À partir du moment où on rentre dans le don, on rentre dans la logique contractuelle, qui dit contrat, dit obligation des diverses parties, pour l'un de payer et pour l'autre de fournir un matériel qui soit conforme aux attentes. Et là, c'est inévitablement la déviance vers l'eugénisme. On le voit déjà aux États-Unis d'ailleurs. On choisit les donneuses ovocytes sur catalogue en fonction de leur QI, en fonction de leur beauté, en fonction de leur individuel. Et donc on ne sélectionne que ce qu'il y a de meilleur pour obtenir le meilleur du fait de l'argent que l'on va donner. Mais est-ce que c'est pas ce que je fais moi quand je choisis un compagnon et potentiellement le père de mon enfant? Je vous espère que vous choisissez un compagnon parce que vous l'aimez. Oui, on l'aime et pas juste pour avoir un enfant parfait. Et je fais au pif, tiens, je prends lui. Mais après, effectivement, c'est la vision de la société que vous souhaitez avoir. Si on base la société sur l'argent et sur la rémunération, avec juste une logique contractuelle en se disant, du fait de l'argent que je vais donner, je dois avoir un matériel qui soit conforme à mes attentes. Si ça n'est pas parfait, eh bien, je n'en veux pas. Donc on va sélectionner effectivement un matériel qui soit uniquement le plus performant. Voilà. Parce qu'on ne choisit pas toujours quelqu'un qui vous plaît. Sur le plan intellectuel, c'est pas le plus performant, physique. C'est pas le plus performant, qui vous plaît. Qu'est-ce qu'on met derrière plaire? Peut-être c'est effectivement. Après, c'est l'interprétation de chacun. Intellectuelle, financière. Ce qui est sûr, c'est que la logique contractuelle et la logique patrimoniale changent radicalement la façon de voir les choses, la façon de pratiquer les choses. C'est certain. C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, quand on rencontre quelqu'un, on ne se dit pas il va être la personne qui va transmettre tout ce que je souhaite pour avoir un enfant qui sera comme ci et comme ça, etc. La personne vous plaît, avec des raisons subjectives, des raisons objectives, donc vous êtes en lien, en relation avec la personne. Je ne crois pas que le raisonnement soit le même que celui qui va choisir sur catalogue, de manière tout à fait déshumanisée, des gamètes provenant de telle ou telle personne qui est décrite suivant un certain nombre de critères, y compris critères ethniques d'ailleurs. La sélection dont je parle, allez regarder sur Krios International ou d'autres sites, c'est extrêmement impressionnant. Et alors, à propos de la commercialisation... Vous choisissez d'une certaine manière un critère ethnique, vous allez vous tourner vers un caucasien blond aux yeux bleus ou mais vous ne le choisissez pas pour cette raison-là, vous le choisissez parce que vous avez un fit, parce que vous avez un coup de cœur, parce que vous êtes sérieuse, parce que vous êtes séduite par l'apparence aussi peut-être. Quelle qu'elle soit, hein. Par tout un ensemble de choses, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans une démarche rationnelle, raisonnée, calculatrice
de la même manière. Et par ailleurs, quand on parle de catalogue, c'est complètement déshumanisé. C'est-à-dire que, par ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est d'abord en vue d'une relation à deux, et c'est pas d'emblée, contrairement à la procréation médicalement assistée avec un choix sur catalogue, etc. C'est pas là maintenant tout de suite on va concevoir un enfant avec un cahier des charges et on veut qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Là c'est totalement déshumanisé. Alors c'est déshumanisé aussi pour le couple hétéro qui n'est pas fertile. Il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est tout à fait différent parce que en fait, vous n'avez sur les procréations médicalement assistées en France que 3,9% des couples hommes-femmes qui ont besoin de recourir au sperme d'un tiers donneur. Et donc, vous savez que les dons de sperme sont faits au sécos. Et c'est pas le couple homme-femme qui choisit sur, enfin c'est pas le couple qui choisit sur catalogue. Non mais c'est déshumanisé parce qu'un médecin va décider que ce sera plutôt ce sperme-là qu'un autre, en fonction de l'apparence, etc. Ça fait partie de la procréation médicalement assistée et d'ailleurs les règles ne sont pas très précisément établies, mais on peut imaginer que c'est fait de manière raisonnée, raisonnable, avec des règles qui sont suivies d'une manière générale, et je sais que c'est le cas, par les sécos, d'accord. Donc c'est aussi un choix déshumanisé. Alors, là je parle de choix déshumanisé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on est né, quand on en arrive à un choix sur catalogue, j'ajoute que par exemple le Conseil consultatif national d'éthique a fait le constat que les hommes ne veulent pas donner leurs gamètes. Il y en a très peu qui le font. Et le CCNE dit, alors on pourrait envisager de rémunérer, mais quand on rémunère, ça veut dire que par la rémunération, eh bien, d'une certaine manière, on fait violence aux hommes parce qu'on leur fait faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. D'accord ? Et donc, effectivement, cette question des gamètes, c'est une question très cruciale, c'est une question délicate. Et aujourd'hui, la gratuité font que le font ceux qui veulent bien, et c'est géré par les sécos. Autrement dit, il n'y a pas, voilà, ce choix sur catalogue, cette description. Quand on regarde tout ce qui est décrit des donneurs, enfin en fait des vendeurs, c'est cela qui est tout à fait déshumanisé. Un catalogue, je ne peux pas vous dire les choses autrement, c'est un catalogue. Alors, à propos de l'extension éventuelle de la procréation médicalement assistée, 100% des couples hommes-femmes et des femmes seules auraient besoin de sperme, à l'évidence. Ça veut dire que les besoins en gamètes masculins augmenteraient considérablement. Alors le CCNE dit, je suis d'accord, nous sommes d'accord pour l'extension de la PMA, à la condition qu'on maintienne la gratuité des gamètes. Sauf que tous les pays qui ont étendu la PMA, soit rémunèrent leurs donneurs, comme l'Espagne et le Danemark, soit achètent aux pays qui rémunèrent les donneurs, comme la Grande-Bretagne et la Belgique. Donc en réalité, dès lors qu'on étend la PMA, on étend considérablement le besoin en apport de gamètes masculins, et de facto, et l'expérience des autres pays le montre, on rentre dans la marchandisation de l'humain. Et c'est l'une des questions majeures qui nous est posée dans le cadre de l'extension de la PMA. Et cela ouvre aussi à des besoins qui peuvent se tourner vers les sites commerciaux de vente de gamètes et qu'on peut commander comme ça. Alors qu'on parle quand même de l'humain. Est-ce que c'est la société que nous voulons pour demain? Ça fait partie des questions qui nous sont posées. Et alors, je reboucle ma boucle, et après je vous laisse tranquille. Laurent Wauquiez a eu des propos effectivement en disant que l'extension de la PMA pouvait conduire à l'eugénisme, et l'eugénisme c'est quelque chose qui est fait par un régime, le nazisme. Est-ce que ce raisonnement-là, vous le validez? Pour moi, c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est effectivement que, entre autres conséquences, parmi de nombreuses conséquences extrêmement importantes, majeures, il y a notamment le détournement de la finalité de la médecine et donc potentiellement l'ouverture à des pratiques que nous n'admettons pas aujourd'hui. Donc vous ne l'auriez pas dit comme ça? Écoutez, vous ne m'avez jamais entendu tenir, je pense, de propos de ce type-là. Je pense que effectivement l'eugénisme est un risque. Pour moi, ça n'est pas le premier risque et ça n'est pas le plus proche. Le plus proche, ce qui va immédiatement avec l'extension de la PMA, c'est bien le fait de priver sciemment des enfants de père, c'est bien la marchandisation de l'humain, c'est le détournement de la médecine, et là je pense avec des conséquences qui peuvent aller très très vite. Et on sait déjà, et le CCNE d'ailleurs, comme le Conseil d'État l'ont très bien explicité, si on ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, on ouvre donc aussi la PMA post-mortem. On ne va pas dire à une femme veuve, détruisez les embryons, les gamètes de votre mari décédé, pour ensuite le faire avec des gamètes d'un donneur inconnu. Évidemment, on ouvre aussi la PMA post-mortem. Vous avez vu que le CCNE est favorable aussi à l'autoconservation ovocitaire, etc. Le
détournement de la finalité de la médecine, qui est inhérent à une PMA qui n'est pas fondée sur une pathologie, eh bien, instantanément, change les choses en termes de pratique, ce qui pose des problèmes juridiques, anthropologiques, éthiques, sociaux, etc. etc. Est-ce qu'il y a tort de revoquer ou est-ce que tout soutien politique dans ce moment de débat très important pour faire passer vos idées compte et est bon à prendre? Écoutez, moi ce qui m'apporte, c'est le sujet, ce sont les enjeux, c'est qu'on arrive à faire entendre, à faire comprendre que l'extension de la PMA a des implications et ouvre des conséquences majeures. Tout ce qui est important, c'est ça. Moi, j'en ai rien à faire des labels et des étiquettes. Ce qui est important, c'est l'humain. Vous savez que c'est un combat politique, vous êtes un parti politique désormais. Vous savez que oui, c'est un combat politique. Vous savez très bien que nous ne menons pas de campagne électorale, nous ne cherchons pas de mandats électoraux. C'est pas du tout notre action. Ce que je veux dire, c'est que c'est un combat politique aujourd'hui. C'est pas du tout un gros mot politique, au contraire un très joli mot, mais nous ne sommes pas comparables à un parti politique classique, même si nous intervenons dans la vie de la cité. C'est pour ça que nous sommes effectivement techniquement une association loi 1901 de type groupement politique. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un combat politique en ce moment, très important. Donc ça se joue aussi avec les avant d'être un combat politique, c'est un combat humain. C'est un combat pour le respect de l'humain. Et effectivement, à un moment donné, il passe par la politique, mais certainement pas par la politique politicienne. Pourquoi? Parce que l'humain, parce que l'affiliation, parce que la famille ne sont pas de droite ou de gauche ou du centre. On est très au-delà de ce type de clivage. Encore ma question, quel est votre commentaire au sujet du fait que la décision est reportée à l'été prochain? Alors, nous prenons acte du fait qu'il y a un décalage du calendrier, un décalage qui reste encore assez flou. Ça n'a pas l'air d'être confirmé sur un calendrier précis. Enfin, néanmoins, c'était simplement un report de quelques mois. Moi, mon commentaire, c'est que j'espère infiniment que ce report servira premièrement aux institutions, aux politiques à prendre connaissance de tout ce qui a été dit et exprimé dans le cadre de la consultation officielle et publique des États généraux de la bioéthique. Elle a été faite pour consulter les Français. Eh bien, je pense qu'il était essentiel de prendre le temps de lire ce qu'ils ont exprimé, d'écouter, de suivre. Il y a un site internet officiel de consultation qui est disponible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'espère vraiment que cela servira à un travail plus approfondi, justement sur ces enjeux, sur ces conséquences, sur ces implications qui sont inéluctables. Les institutions les ont toutes constatées, le Conseil d'État, le Comité consultatif national des droits de l'homme, etc.